Bonjour à tous. Merci beaucoup, Michael. Ce que je vais faire, en fait, je vais dresser un petit tableau historique qui va nous présenter le contexte colonial et une petite partie donc de l'histoire de la photographie à Madagascar, la photographie pendant la période coloniale. Mais avant cela, je vais juste donner un petit rappel. Donc ma présentation sera très brève. C'est pour une contextualisation historique qui nous permettra par la suite de plonger dans l'environnement dans lequel Émile Pierre a évolué. Émile Pierre qui est on va dire un exemple parmi tant d'autres parce qu'il y a beaucoup de coloniaux qui ont laissé des fonds photographiques aussi bien privés qu'officiels. Et ce que je vais montrer aujourd'hui, ce que je vais faire donc, c'est juste pour nous mettre dans le temps de l'histoire et de nous retrouver un petit peu dans ce petit passé sur le plan photographique. Beaucoup d'entre nous savent déjà que la photographie a été introduite à Madagascar par le missionnaire protestant de la LMS, de la London Missionary Society. Il s'appelle William Ellis. William Ellis était venu à Madagascar pour la première fois en 1853. Le contexte sur place, c'était Ranaval, la première qui était sur le trône. Et nous savons que Ranaval, la première, elle a déjà expulsé tous les missionnaires. Toutes les activités missionnaires ont cessé. Et elle avait même décidé de fermer le royaume à tout contact avec l'étranger. Nous savons que Jean Laborde était là, malgré ça. Et tout ce qui est missionnaire, en tout cas, et religieux, était déjà fermé. Et William Ellis, qui est le représentant donc des affaires internationales de la London Missionary Society, était envoyé à Madagascar pour voir la situation de l'Église, c'est-à-dire un état des lieux. Après cette décision royale, il était venu en 1853 à Tamatave et il était resté là à attendre l'autorisation royale de venir à Tananarive. Il n'a pas pu avoir cette autorisation, mais pendant le temps d'attente, il a commencé déjà à photographier des gens de Tamatave. Et parmi ces toutes premières réalisations photographiques, il y a des Betsemsark, il y a aussi des Myrnes qui étaient en résidence à Tamatave, et beaucoup de photos de plantes aussi. Après quelques semaines de séjour, et n'ayant pas obtenu cette autorisation royale, il était rentré en Angleterre. Et pendant ce temps, il s'est formé auprès de Roger Fenton, qui était une grande figure de la photographie à l'époque. Il a essayé de revenir en 1854 à Tamatave, évidemment, mais sans obtenir d'autorisation royale. Donc il a dû revenir de là où il venait. Il était rentré à Maurice cette fois-ci. Après quelques années, il était revenu en 1856, et cette fois-ci avec d'autres personnes. Et en 1856, William Ellis était resté à Tamatave, et heureusement pour lui, il y avait Ranirak qui était encore en vie, et c'était Ranirak qui a convaincu la reine Ranaval la première d'accepter la venue d'Ellis à Tananarive. Et c'est la raison pour laquelle, en 1856, août 1856, William Ellis a pu venir à Tananarive et il était logé par une dame qui s'appelle Raswavilna. C'était aussi par ordre royal que cette dame allait accueillir donc ce vaïn, c'est-à-dire le visiteur du royaume. William Ellis était venu donc à Tananarive en août 1856 et il a déjà compris que Ranaval la première n'aime pas la photographie parce que pour Ranaval la première, la photographie est un appareil qui vole l'âme des gens et elle a toujours refusé d'être représentée sur quoi que ce soit. En 1856, donc, Ellis a présenté le Hasna royal, c'est-à-dire en guise de reconnaissance, et c'est le devoir aussi envers le souverain de présenter le Hasna, c'est-à-dire la piastre entière pour un signe d'allégeance à la royauté. Il a présenté le Hasna devant la reine, mais il n'a jamais été reçu par la reine et il a dû se contenter donc de sa résidence chez Dame Raswavilna qui était à Tsatsrou. Et pendant ce temps, pourtant, le prince Rakut,
qui est le fils de Ranaval la première, il était très attiré par les appareils de Élis, et le prince Rakout venait chez Élis, chez lui. La reine, donc, officiellement, n'accepte pas la photographie, refuse d'être photographiée et surtout a interdit à ce monsieur de photographier les terres des ancêtres. Parce que, à partir du moment où le photographe prend une photo de la terre des ancêtres, il va la prendre. Et Élis, pendant le mois au cours duquel il était resté à Tananarive, il n'a pu photographier que le prince Rakout. Excuse-moi, est-ce que tu veux bien montrer ça? Le prince Rakout, qui sera par la suite... là, ce n'est pas encore prince Rakout, hein, ce sont des dames. Mais en fait, ce que je montre là... Non, le président, s'il te plaît. Là. Ce sont les types de photographies que Élis a pu réaliser au cours de ce séjour d'un mois en 1856. Le premier portrait représente la princesse Khalifre, qui est une nièce de la reine, et c'est la princesse Raboud, c'est-à-dire la future Rassouérin. Je vous demande de bien observer cette photographie. Ce sont les toutes premières photos réalisées à Tananarive en 1856. Élis avait demandé à la reine de rester un peu, encore plus, mais il n'a jamais eu cette autorisation-là. Et fin septembre 1856, il a dû quitter Tananarive. C'est-à-dire que ces photos étaient réalisées peu avant son départ. C'était donc le premier séjour de Élis. Ensuite, il était revenu en Angleterre et lorsque Ranaval est décédé en 1861, le prince Rakout a rappelé Élis pour qu'il devienne le photographe officiel de la cour. Élis arrive de nouveau à Tananarive en 1862 et c'est à partir de là qu'il a photographié des grands dignitaires, des photographies qui sont familières à nos regards maintenant. Ça. Et parmi ces photographies officielles qu'il avait réalisées, nous avons ici le jour Radama II, donc l'ancien prince Rakout devenu roi, et le jour de son couronnement. Et nous avons ici Radama II, René Arvoun, à l'époque qui était encore tout jeune et fringant. C'est le type de portrait de dignitaire de Élis de 1862 jusqu'en 1865. Et en 1865, Élis s'en va, il arrive avec John Parrett, et vous allez retrouver des photographies qui sont très ressemblantes à ces portraits-là. Ce sont les premières réalisations photographiques de cette première photographie introduite à Tananarive. John Parrett était un missionnaire de la LMS et qui était responsable de la presse de la LMS. Il n'était pas le seul à opérer sur le plan photographique parce que, après John Parrett, Radam II a autorisé à d'autres missionnaires de venir à Madagascar, et c'est à partir de 1862 que nous voyons aussi les photographies faites par la mission norvégienne, les photographies faites par les missionnaires de la LMS, les catholiques aussi avaient fait des photographies, et tout ce que nous avons dans les fonds photographiques des jésuites par exemple, ou encore de la LMS protestante à Faravouja, ou encore toutes les photographies de la mission norvégienne qui sont conservées à Stavanger, mais qui sont visibles en ligne et que tout le monde peut voir. En même temps, donc, nous avançons dans le temps, nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il y a les missionnaires scientifiques envoyés par la France. Nous devons connaître Alfred Grandidier, arrive ensuite Cata, arrive ensuite d'autres voyageurs. Ces gens-là aussi avaient produit de la photographie, mais des photographies qui sont à l'usage officiel parce que ce sont des photographies qui vont être par la suite envoyées en France et ce sont des premières images scientifiques entre guillemets parce que ce sont des gens qui vont donc ouvrir la route aux photographes coloniaux. On le sait par la suite, le 6 août 1896, Madagascar est devenue colonie française. Alors que avec les photographes missionnaires, il y avait déjà des malgaches qui étaient formés petit à petit avec l'usage de l'appareil photographique
Et c'était surtout le rôle de l'imprimerie de la LMS et de l'imprimerie de la FFMA, c'est-à-dire France Foreign Mission Association, Friends en malgache, qui avait aussi une imprimerie. Et c'était là que les jeunes malgaches qui avaient fait leurs études chez les protestants, c'est là qu'ils s'initiaient aux travaux de l'imprimerie et là où ils avaient manipulé la lithographie, la typographie, et donc ce sont des premières actions vers la photographie. Et ces jeunes malgaches-là, ils avaient par la suite ouvert les tout premiers studios et commencé à recevoir des clients. Parmi ceux-là, il y a des noms qu'on connaît. Il y a Razak, par exemple, qui est reconnu être le premier photographe de studio malgache. Il y a aussi les frères Timamang, qui avaient envoyé des photographies pour l'exposition coloniale de Hanoï, et bien d'autres aussi. Et dans les archives officielles, il y a le nom de Razavtiev, par exemple, qui tenait un studio à Issouch. Donc, il y avait déjà une photographie de studio qui commençait à se développer sur place. Lorsque la colonisation arrive en 1896 officiellement, la photographie n'est pas une nouveauté, parce qu'il y a déjà des gens qui utilisaient la photographie. Lorsque la photographie officielle arrive, le général Galeni avait mis en place le bureau topographique de l'état-major. Ce bureau topographique de l'état-major va être l'ancêtre de l'actuel FTM que nous connaissons qui se trouve en Bandi. Le bureau topographique de l'état-major avait 3 missions de cartographie, de dessin et de topographie. Et le bureau topographique de l'état-major, c'est tout un contingent de militaires que Galeni avait envoyé dans toutes les parties de la colonie parce que le BTEM avait une mission claire. Galeni avait une vision très claire aussi de la situation. Pour Galeni, il s'agit de prendre en compte et d'avoir une conscience photographique et de la reconnaissance de l'île par les missions de cartographie, les missions géodésiques et les missions topographiques. Ces militaires, ils n'avaient pas le titre officiel de photographe. Ce sont des militaires qui sont envoyés pour ces 3 missions, mais qui étaient équipés de carnets photographiques, carnets et aussi d'appareils photographiques, et ils étaient censés réaliser des reportages photographiques. Et c'était au cours de cette période de 1896 jusqu'en 1905, c'est la période de ce qu'on appelle la pacification entre guillemets, c'est la période donc de conquête de la colonisation, c'est la période où nous avons ce type de photos. Il n'y a pas de signature, mais ce sont les photos réalisées par les militaires du bureau topographique de l'état-major. Ensuite, et ces photographies-là, en fait, sont encore visibles. Si vous allez au FTM, vous avez des catalogues, vous avez des vieux albums avec des photographies anciennes. Ces photographies anciennes qui sont visibles au FTM sont les photos réalisées par les militaires du BTEM. Ce BTEM, en 1905, va être restructuré, va avoir l'appellation de Service géographique de Madagascar. C'est toujours une agence photographique officielle de la colonie. La mission est toujours de 3 choses. En fait, c'est une triple mission, toujours de cartographie, de géodésie et de topographie. Les photographies réalisées par cette agence coloniale sont classées en anthropométrie. Nous avons les photos coloniales avec les gens en face et de profil et la nuque également. Et c'est ce qu'on appelle les types. En histoire de la photographie, il y a ce qu'on appelle scène et type. Parce que les missions des militaires du SGM sont toujours les mêmes. Photographier les gens, la nature, la faune, la flore, les paysages, l'hydrographie, toutes les réalisations coloniales, parce que commence ce qu'on appelle la propagande coloniale. Il s'agit de valoriser toutes les réalisations de la colonisation, parce que ces photos-là vont être ramenées en France, envoyées auprès des Français, parce que la colonie est toujours à la recherche de fonds et de financement pour soutenir les actions sur place. Donc, il y a bien sûr l'anthropométrie qui classifie les gens.
il y a des scènes et types, donc voilà ce qu'on appelle. C'est pour ça que lorsque nous voyons des photographies de la colonisation, ils disent type Hoeve, type Bar, type Mern. Lorsque les photographies portent ce genre de légende, ça date de la période coloniale, c'est la politique des races. Type Betsemsark, type Tandroui, type etc., etc. Et ça donne ces photographies. Mais ces mêmes photographies qui n'ont jamais été signées parce que les militaires qui ont réalisé ces photographies, ils étaient en mission, donc toutes les réalisations reviennent au bureau. Mais en même temps, ces militaires-là ont réalisé aussi des photos pour leur propre compte. Et parmi ces militaires ont été révélés des artistes. Il y a des noms de militaires par la suite qui seront connus par les gens parce que, comme le cas du capitaine Sénèque, par exemple, dans les photographies officielles qu'il laisse au bureau, il n'y a pas de signature. Mais Sénèque, en fin de mission dans la colonie, il a laissé ses photographies chez un éditeur qui va transformer ces photos en cartes postales. Et à partir de 1902, nous avons les cartes postales très florissantes qui sont en fait des réalisations de ces militaires des bureaux soit du BTEM à l'époque, soit du SGM, le SGM qui va devenir en 1925 l'Institut géographique national, qui est une antenne de l'Institut géographique national en France. Les missions sont toujours les mêmes et les productions sont ce genre de photos. Donc ces photos-là, vous les voyez dans les albums officiels, mais en même temps en carte postale, parce que les productions des militaires, ils les déposent aussi chez les éditeurs. Et à l'origine, donc voilà, par exemple, vous avez Cliché d'Urja, Iafe Narantsu, Luther Bar. C'était des photos anonymes quand c'est versé dans le fonds officiel, mais une fois chez les éditeurs, les photos sont légendées et avec les noms des auteurs. Et voilà donc un petit peu l'histoire de la photographie pendant la période coloniale. Et tous les services de l'administration avaient des gens qui étaient chargés de faire de la photographie. Je donne un exemple sur ce point. Nous avons par exemple les photographies des chemins de fer. Il y a tout un paquet. Il y a d'abord la propagande coloniale qui est le motif de ces premières productions. Et ensuite, il y a aussi les intentions personnelles, parce qu'il y a des passionnés de photographie chez ces militaires. Et c'est le cas de Sénèque, Humbert, Tessonnière, Tosquet et Émile Pierre, qui était c'était un fonctionnaire de l'administration coloniale qui s'est livré lui aussi donc, dans l'activité de la photographie. Et je laisse Roman Chirm continuer par le contexte et aussi l'histoire d'Émile Pierre. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis un peu impressionnée. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de prendre la parole. Et c'est la première fois d'ailleurs que je m'exprime autour de ce fonds publiquement. Donc d'abord, merci au Musée de la Photo pour cette superbe exposition. C'est la première fois que les photographies d'Émile Pierre sont montrées à un public en général. On tenait beaucoup que cette première fois ait lieu ici, donc, à Madagascar, donc je suis vraiment très contente. Et merci pour l'invitation à ce Café Histoire. Alors j'arrive un petit peu... je suis arrivée mardi de France, donc j'atterris un peu... j'improvise un peu cette prise de parole, vous m'excuserez. Surtout, n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions. J'ai pas forcément un déroulé très universitaire, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les photos, sur l'histoire, parce que je vais certainement oublier des choses. Donc voilà, surtout, allez-y. Et alors, pour continuer dans la continuité d'Eliande qui expliquait ça très bien, donc voilà, là c'est Émile Pierre, donc, juste avant qu'il parte pour Madagascar, là c'est en 1902 cette photo. Lui, justement, c'est pas un militaire.
Il n'est pas recruté à Madagascar pour faire de la photographie, mais en tant que dessinateur géographe pour les travaux publics. La photographie, il en fait avant. C'est une de ses passions. Il est, comme beaucoup de, je pense, de citadins de cette période, il est passionné par la peinture, la photo. Il s'essaye à la peinture, comme on le voit sur cette photo. Bon, a priori, il n'est pas très bon, puisque la postérité ne nous a rien laissé. On n'a aucune peinture de lui, et je pense que fondamentalement, c'est parce qu'elle ne devait pas être terrible. Par contre, assez rapidement, il passe à la photo, comme beaucoup de gens, en fait, justement, qui viennent de la peinture et qui ne sont pas forcément satisfaits de leur réalisation. Et donc là, par exemple, on a une photo qui est très ancienne aussi, qui date de 1902, où on a la rencontre des deux pratiques. Derrière, on voit juste là une de ces toiles en train d'être peinte, son modèle, a priori, un modèle. Et là, il passe à la photographie. Donc quand il arrive à Mada, c'est vraiment un tout jeune photographe qui va effectivement beaucoup se déplacer du fait de son travail pour les travaux publics. Au début, alors on n'a pas réussi à retrouver complètement tous ces déplacements parce qu'on n'a pas accès, et puis il y a plein d'informations qui se perdent, mais en gros, il est pendant un moment à Maevatanan, donc j'imagine que vous savez mieux que moi où c'est. Et c'est là-bas qui commence en tout cas sa carrière, et en faisant des allers-retours avec la ligne Tananarive-Antsirabe. C'est là qu'il rencontre mon arrière-grand-mère, qu'il se marie. Après, il est envoyé sur la fin de la ligne justement T1, la ligne TCE aussi, Tananarive-Kotest. Donc toute cette zone est pas mal couverte. Alors après, il y a des photos qui sont annotées avec la date, le lieu, donc on a pu retracer. Enfin, j'ai fait un travail de tri pour essayer de réorganiser tout ce fond. Mais il y en a plein qui ont des numéros de catalogue. On n'a plus le catalogue, donc il y en a plein où je ne sais pas. Alors et justement, c'était très intéressant pour moi les premières fois que j'ai rencontré Eliante, lui montrer les photos, parce qu'elle a pu me dire justement, ah mais ça c'est a priori telle région, parce que forcément elle a une connaissance et de la photographie et du terrain qui n'est évidemment pas la mienne du tout. Donc voilà, c'est pour vous dire, je me perds un peu. Alors, celle-ci, j'ai remarqué effectivement qu'elle était dans l'exposition, mais en gros, je vais essayer de parcourir rapidement plusieurs thèmes, parce qu'il a beaucoup, effectivement beaucoup de photographies différentes. Il y a beaucoup de photos de Tana. Il y passe du temps, parce que c'est un peu sa base, c'est l'endroit où il revient tout le temps. Et donc, oui, il y a beaucoup de photos de cette ville que j'aime beaucoup, comme celle-ci, par exemple. Alors, je ne sais pas si... C'est vrai que ça n'a pas été expliqué... Il a beaucoup fait de photos stéréoscopiques. Vous connaissez peut-être. C'est pour ça qu'on a deux plaques là, enfin deux images qui sont très légèrement différentes, en fait, qui sont comme s'il y en avait une qui était avec l'œil gauche, l'autre avec l'œil droit. Et donc ça permet de faire du relief. On les regarde dans des sortes de petites jumelles et ça fait de la photographie en relief. C'est super. Quand j'étais petite, on avait ça à la maison. Celle-ci que j'aime beaucoup, qui est particulièrement belle. Qu'est-ce que je peux... Alors, ce que je peux vous raconter, c'est justement comment le fond a été créé. Alors moi, je savais que ma famille avait passé du temps à Madagascar, mais je ne savais pas plus de choses que ça. C'est juste que ma grand-mère est née ici, il y a pile 100 ans. Hier, c'était le centenaire. Et donc, je savais qu'elle était née ici, mais je ne savais pas plus de choses. Et en fait, j'ai trouvé... Tout le monde connaissait l'existence des photographies, mais on n'en parlait pas plus que ça. Moi, je ne savais pas. Et je fouillais dans le bureau de ma mère, parce que j'aime bien fouiller. J'aimais bien fouiller des choses, vers 14-15 ans. Et c'est comme ça que je suis tombée sur toutes ces plaques photographiques. Donc, j'ai tout de suite compris plus ou moins que c'était clairement pas la France. Donc, j'ai appelé ma mère, ma grand-mère. Non, parce qu'il y avait plein de photos. Il y avait aussi des photos de famille dedans. Donc, c'était un peu... mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup qui concernaient effectivement Madagascar. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à en parler avec ma grand-mère, qui m'a expliqué que oui, que son père avait fait beaucoup de photographies,
qui avait ses plaques, et voilà. Donc au début, moi, pendant plusieurs années, je regarde vraiment ces photos comme des souvenirs de famille. Pour moi, c'est un album, je regarde, je plonge dedans, les plaques sont très petites, on ne voit pas grand-chose, il faut se mettre dans la lumière pour les regarder, je trouve ça assez magique. Il y a les plaques justement en stéréoscopie qu'on regarde avec ma grand-mère, et en fait, c'est vraiment beaucoup plus tard, quand je commence l'archéologie, parce que j'ai fait des études d'archéologie, que je me suis rendu compte que c'était vraiment une matière qui avait une autre vocation que simplement photo de famille, quoi. Que c'était effectivement des traces de l'histoire de Madagascar et que ça méritait d'être conservé. Donc c'est à cette époque qu'on va contacter les ANOM, les Archives nationales d'outre-mer qui sont à Aix-en-Provence, pour leur demander de conserver ces images. À l'époque, ma grand-mère est encore en vie, donc le don est vraiment le résultat d'une décision entre ma grand-mère, ma mère et moi. Et ça prend pas mal de temps pour qu'elle soit numérisée, parce que c'est long, et c'est encore quelques années après qu'on reçoit les numérisations, donc des plaques qui sont ce que vous voyez là. Et là, je me rends compte que c'est vraiment un travail d'artiste, ce que j'avais pas forcément perçu à la base. Et moi, j'ai arrêté l'archéologie, j'ai commencé à faire du cinéma documentaire. Et donc, de fil en aiguille, je vais commencer à m'intéresser à ces photos dans le cadre d'un film documentaire pour essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se passait à cette période, et particulièrement sur les chemins de fer. Mais bon, ça, j'en parlerai peut-être après. Voilà. Donc dans les nombreuses photos de la ville, moi j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de photos de gens au travail. Ils photographient très souvent des scènes de personnes en train soit effectivement de travailler dans les marchés ou dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais je ne sais pas si on voit là, vous reconnaissez peut-être le haut de ce bâtiment là. Ouais. Et oui, exactement. Ça c'est la rue. Donc c'est pas loin d'ici. Donc ça c'est la vue des deux côtés de cette rue. Je suis d'ailleurs, la première fois que je suis venue, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de retrouver les lieux photographiés. C'était pas toujours facile, mais grâce à l'aide justement de gens d'ici, j'ai pu retrouver des endroits. Bon là c'est une des photos de marché, mais qui est pas ici. Ça fait partie des nombreux thèmes qu'il a beaucoup abordés. Je pense que tous ces vendredis, il les passait au marché, concrètement. Ça fait partie des séries que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il aime bien photographier les gens. Bon, elle s'est fait surprendre, elle n'a pas l'air très contente. Mais il a beaucoup de photos justement de femmes dans les rues qui sont avec leurs ombrelles, qui se retournent. Il y en a toute une série. Qui, je trouve, aussi montre quelque chose qui est plus de l'ordre presque du photographe, vraiment de l'artiste, que du... Enfin, il aime beaucoup les clichés de rue. Il a un côté street photographe qui est assez étonnant pour cette époque. Ça en fait partie, moi j'aime beaucoup cette scène parce qu'il se passe beaucoup de choses entre l'homme à l'arrière qui est en train de regarder sa théière, lui qui a, je trouve, un regard très intéressant, très beau, et en même temps avec tous ces petits... Enfin voilà. Ça fait partie des photos de marché que j'aime beaucoup. Les bouchers. Il y en a pas mal, et ça c'est vrai que ça n'a pas changé. Mais c'est vraiment super parce qu'on a passé du temps sur le marché justement d'Annalaquelle avec des photographies, et les commerçants sont super contents. Et il y a eu surtout une scène qui était quand même assez dingue. On avait des photos d'un marchand de verre, de bouteilles, et il y a une mamie qui trace dans la foule, qui pousse un peu les gens, qui demande à voir la photo, et qui regarde et qui me dit mais... je pense que c'est ma grand-mère. Parce qu'en fait, ils sont vendeurs de bouteilles depuis plus de 100 ans. Et alors, sa grand-mère est une enfant sur la photo, qui est accompagnée de l'arrière-grand-mère, donc, mais elle nous disait qu'elle reconnaissait quelque chose vraiment qui lui faisait penser que c'était elle. Est-ce que c'était elle ou pas? Peu importe, en fait, ce qui était génial, c'est qu'elle se reconnaisse dans ces images. Ça, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça demande un équilibre absolument incroyable. Alors, il y a aussi beaucoup de séries de portraits. Donc évidemment, c'est des choix, je suis obligée d'en mettre que quelques-unes à chaque fois. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il a encore ce côté de... Souvent, il arrête les gens dans la rue, on dirait, pour les photographier. Je pense que c'est une femme qui passe là, quoi. Je ne pense pas qu'il soit venu dans une mise en scène avec elle en amont.
Et elle est particulièrement belle et elle a un regard particulièrement intense. Il y a aussi pas mal de photos de fêtes. Donc ça, je pense que c'est la fête de la paix de 1921. Il a photographié des cérémonies officielles et beaucoup de choses de l'administration coloniale. Mais ce que je trouve quand même assez marquant dans le fond, dans l'ensemble du fond, c'est que finalement, il s'intéresse plus à ce qui se passe du côté de la culture malgache que du côté des officiels français. Ça a l'air de moins l'intéresser. En termes de portraits, par exemple, je pense qu'il y en a 2 de portraits de Français. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui existe toujours. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le principe d'essayer de faire manger des choses à l'autre avec les yeux bandés. C'est très drôle. Mais c'est dans le cadre des fêtes de la pêche. Je ne sais pas pourquoi les enfants font ça. Mais je trouve que cette photo a quelque chose qui est justement très... un côté assez artistique, assez moderne, à part les mecs avec des chapeaux derrière, mais sinon... Il y a pas mal de photos de musiciens dans différents types de cérémonies et de contextes. Celle-ci, elle est là-bas, donc ça, c'est un défilé qui, je pense, a eu lieu... je ne sais pas si c'était la fête de la paix ou si c'était après la foire de 1923, peut-être. C'est la fête des fleurs. Et c'était... La fête des fleurs et la fête des enfants, ça passe dans les deux en procession. Et particulièrement la fête des fleurs, les gens sont déguisés. D'accord. Je trouve qu'ils ont vraiment, lui, il a une attitude que je trouve géniale. Ça, je l'aime beaucoup. Alors voilà, par exemple, ça c'est une photo, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, de banquet officiel. Je ne sais absolument pas à quoi elle correspond. Elle n'est pas annotée, elle n'a pas de date, pas de numéro. Mais pareil, ce que je trouve quand même assez étonnant, c'est les endroits où il se situe. Il n'essaye pas forcément de faire une photo de groupe, il se met un peu plus bas, quasiment au niveau de la table. Finalement, je pense que ce qui l'intéresse d'ailleurs, c'est le jeune homme qui est en train de servir le champagne dans cette image. Donc c'est vrai que c'est toujours, de manière générale, dans ces photographies, quelque chose qui m'a questionné, c'est cette espèce de présence dans les événements officiels, tout en n'étant pas un photographe officiel. Donc il a cette manière de se décaler, de se mettre un peu ailleurs, de tourner autour des scènes sans particulièrement valoriser ce que les photographes officiels doivent mettre en avant, quoi. Alors là, c'est une autre thématique, mais que j'aime bien. Il a fait beaucoup de photographies en dehors des villes. Mais je pense que c'est peut-être un truc de l'époque, mais il aime bien mettre des gens qui sont un petit peu comme perdus dans les paysages. C'est un truc qui revient beaucoup. Par exemple, ça je pense que c'est un peu de la mise en scène, à moins que ce soit arrivé par hasard. mais j'aime beaucoup ces 2 personnes qui se font face. Donc il y a beaucoup de photos de nature, de cours d'eau qui sont, moi, je trouve, assez spectaculaires. Bon, après, ça, c'est aussi le pays qui veut ça. Il utilise parfois les plaques qui sont censées faire de la stéréoscopie, comme ça, pour faire des sortes de panneaux, qui sont, résultats assez impressionnants. Je trouve la diversité de formats, en fait, dans les plaques à l'époque, moi, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Donc encore, c'est ce truc. Alors là, je pense qu'on a affaire peut-être à la personne avec laquelle il travaille, parce qu'on voit juste là la boîte de l'appareil. Et très probablement qu'il travaillait avec des assistants. C'est peu probable qu'il ait fait toutes ces photographies tout seul, et a priori avec des assistants malgaches. Chose que j'ai découverte en venant ici, c'est qu'il parlait parfaitement malgache. Ma famille savait pas, enfin on m'avait jamais trop dit. Et c'est justement Eliande qui m'a suggéré un jour, qui m'a dit mais il a forcément des assistants. Est-ce qu'il se débrouillait en malgache? Et là, ma mère a fini par me dire mais bien sûr, il parlait totalement malgache. Et d'ailleurs, dans ma famille, on emploie des mots en malgache. Et moi, je pensais que c'était du breton depuis 35 ans. Voilà. Oui, mais personne ne m'avait dit, par exemple, un sobique. Nous, on appelle ça, en Bretagne. Quand on va à la plage, on prend un sobique, c'est normal. Et moi, je pensais vraiment que c'était du breton, parce que pour ceux qui connaissent le breton, c'est cohérent. Et on m'avait jamais dit qu'en fait, mon arrière-grand-père, comme il a jamais arrêté d'employer des mots en malgache, ça s'est transmis d'une génération à l'autre, mais sans qu'on nous transmette le fait que ça venait de cette langue. Voilà, le chien s'appelait Alik également, le chien dans la famille. Et pareil, j'ai mis 35 ans avant de savoir. Là, par exemple, il y en a un d'ailleurs de petit Alik qui se balade. Ça fait partie de
Alors bon, il y a des photos assez belles de divers types d'animaux. Là, j'ai juste choisi ceux-là, les zébus, parce que je trouve qu'il est particulièrement beau. Alors, il y a aussi évidemment toutes les photographies qui concernent ce qui se passe autour du travail. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a un groupe qui est en train de descendre et qui essaye de se demander, à mon avis, comment passer cette rivière. Donc il y a beaucoup de photographies qui concernent, de manière générale, les ouvriers, les chantiers de travaux publics, et qui sont assez impressionnantes et assez touchantes, parce que les conditions étaient on sait ce que c'était, donc c'est... Et donc voilà, là, ils attendent pour passer, et ils passent. Alors pareil, c'est toujours ce que je trouve étonnant dans ces photographies, je ne sais pas pourquoi, comment, avec qui il était, mais c'est que je ne vois pas où sont les autres Français, quoi. Par exemple, celle-ci est très impressionnante, donc c'est un groupe d'ouvriers des travaux publics. C'est vrai qu'elle est assez étonnante par son cadre, par l'endroit où il se situe, au milieu d'eux. Et justement, Eliante, sur cette photographie, par exemple, m'a permis de... Enfin, moi, je suis pas forcément... je me rends pas compte de qu'est-ce que racontent les vêtements des gens, qu'est-ce que racontent leurs chapeaux, sur éventuellement les régions d'où ils viennent, et tout ça. Ça, c'est justement des groupes qui reviennent a priori ou qui partent vers des chantiers. Ils portent tout le matériel nécessaire. Et c'est vrai qu'elle est aussi assez impressionnante, celle-ci. Ça, c'est les chercheurs d'or. Ce que j'ai trouvé très marrant, c'est qu'à la dernière exposition qui était sur l'or aussi, il s'est avéré qu'il y avait une carte postale qui est faite exactement dans le même axe. Donc c'est le même photographe, c'est Émile, mais c'est comme ça que j'ai découvert qu'il avait vendu ses photos a priori pour faire des cartes postales, ce qu'on ne savait pas. Parce que celle-ci, on a la plaque, elle est faite quelques minutes avant celle qui a été vendue pour faire une carte postale. Donc dans la série des travailleurs, là donc c'est un charron, avec donc les fabricants de roues. Ça c'est de la récolte, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est pas une récolte? Parce qu'il y a écrit en haut, il y a écrit récolte. Mais c'est... Ah oui, c'est vrai, je me suis il y a écrit pêcheuse, juste là, effectivement. Il y a aussi donc des séries de photos qui sont faites vraiment à la campagne, enfin là donc des personnes en train de récolter, qui sont des scènes, je trouve aussi assez dingues dans tout ce qui se passe dans les arrière-plans, dans les... Et donc il y en a plusieurs sur cet endroit, ils se rapprochent au fur et à mesure, et moi j'aime beaucoup celle-ci, surtout le petit. Alors dans la série des paysages, mais avec toujours quelqu'un, ça par exemple c'est assez marquant, on a un homme qui est là. Alors je ne sais pas s'il fait ça pour qu'on se rende compte du gigantisme du paysage, ou si c'est une volonté plus poétique, artistique, je ne sais pas, mais il y a souvent vraiment ce genre de photographie. Parfois, là je pense qu'on est clairement dans une mise en scène. Parce que je ne sais pas si vous voyez tout ce qui se passe. Il y a ce jeune homme qui est en train qui tient une corde, on dirait, pour aider celui-ci à grimper. Des gens qui se baignent. Cet homme qui regarde d'un air très sérieux. Enfin, je ne sais pas si c'est une mise en scène ou pas, mais je trouve que c'est assez... c'est un peu trop beau pour être vrai. Donc voilà, encore des paysages avec toujours une personne qui est là. Je pense que là, on dirait que ça a été défriché, ou peut-être une tempête, je ne sais pas. Parfois, il fait des photos abstraites que je trouve assez étonnantes. Enfin, pour moi, ça c'est abstrait. Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose de très utile par rapport à la construction du chemin de fer. Il y a une volonté de géométrie qui fait plus pencher vers un choix artistique que technique. Il y a des tonnes de photos de trains. J'ai dû choisir. Voilà, mais j'aime bien celle-ci.
Ce pont, d'ailleurs, il a beaucoup photographié, il est très beau. Malheureusement, je crois que maintenant, il est effondré, qu'on ne le voit plus. Ah oui, il y a toute une thématique sur la coiffure. Alors, ça fait penser, effectivement, aux photographies... ouais. Mais lui semble avoir vraiment un truc sur la coiffure spécifiquement. Parce qu'il annote ses photos, celle-là, mais justement pas particulièrement sur l'origine des gens que sur la signification de leur coiffure et le contexte dans lequel elles sont portées. Et il y a toute une série de ces deux femmes où elle se fait, où on suit les étapes de son coiffage. Donc là, j'ai pris que deux pour vous montrer à la fin. Elle a l'air vraiment super en colère. Et bon, voilà, c'est juste pour finir, il y a aussi plein de photos qui concernent les voyages, parce que c'est 1 mois et demi depuis Marseille, et ils font des allers-retours quand même de temps en temps. Et donc, il y a des photos de beaucoup d'escales, Dar es Salaam, du canal de Suez, de l'Égypte aussi, où ils s'arrêtent. Et donc, il y a quelques photos qui sont assez spectaculaires, prises en mer. Donc j'en ai juste sélectionné quelques-unes pour vous montrer voilà, qu'il y a aussi effectivement l'arrivée sur l'île qui joue. Donc là, on n'est pas à Madagascar, mais ça fait partie de ces grands paysages aussi. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est eux quand ils étaient ici. Là, c'est ma grand-mère. Et ces deux frères ils sont tous nés ici. Et mon arrière-grand-mère, qui n'était pas extrêmement sympathique, paraît-il, est complètement sourde. Mais ça arrive à des gens bien. Voilà. Enfin, si, il paraît qu'elle était sympathique, mais comme sourde, c'était pas évident. Peu importe. Voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu, sans pouvoir être exhaustive, mais un espèce de panel de tout ce qu'il pouvait y avoir comme type de photographie dans ce fond. Maintenant, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, parce que je pense que c'est... Merci.